Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de lancement du club Choiseul Hauts-de-France, club des décideurs économiques à l'échelle de la grande région. Nous sommes en direct de l'hôtel de région à Lille. Merci à la région pour son accueil aujourd'hui dans l'hémicycle. Je m'appelle Pierre Verlic et j'aurai le plaisir de faciliter aujourd'hui les échanges. Autour de moi, 5 intervenants et pas des moindres, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui nous rejoindra dans quelques instants, Pascal Laureau, président de l'Institut Choiseul, Jean-Pierre Letartre, président d'Entreprise et Cité et de l'IRD, Caroline Poissonnier, à mes côtés, co-directrice générale du groupe Baudelais Environnement, et Maxime Piquette, dirigeant du groupe ICREO, qui regroupe 2 sociétés, Ocha et Radio King. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, nous sommes ensemble sur ce webinaire jusqu'à 10h. Ce temps d'échange va être séquencé autour de 3 grands temps forts. Un premier temps fort dédié aux interventions de nos speakers ici présents à Lille. Un deuxième temps d'échange et de dialogue entre les intervenants sur ce plateau. Pour terminer ensuite sur le 3e temps d'échange, l'échange et le dialogue avec vous, qui pouvez poser vos questions sur ce webinaire. Pour ce faire, je vous invite à poser tout au fil de l'événement vos questions en direct sur le chat qui est mis à votre disposition dans l'outil de visioconférence. Nous y reviendrons à la fin de l'événement et je ferai de mon mieux pour m'en faire l'écho. Toutes les questions ne pourront pas être abordées, mais en tout cas, nous espérons que vous passerez un bon moment qui vous permettra une prise de recul pour ce lancement du Choiseul Hauts-de-France. Je vous invite donc à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat, à couper votre caméra et votre micro pour assurer le bon déroulé de l'événement et la logistique. Je vous invite également à utiliser, si vous communiquez, le hashtag Choiseul Hauts-de-France. Je précise enfin que nous avons respecté en arrivant un protocole sanitaire et que nous sommes situés à une distance suffisante les uns des autres. Je vous propose que l'on entre sans plus tarder dans le vif du sujet Choiseul Hauts-de-France avec une première intervention. Pascal Laureau, vous êtes président de l'Institut Choiseul, think tank qui a lancé avec ses partenaires le Choiseul Hauts-de-France. Alors, certains ici vous connaissent, d'autres nous découvrent peut-être pour la première fois. Quel est le projet, la mission de l'Institut Choiseul et quels sont les objectifs du classement Choiseul Hauts-de-France et de ce club que nous lançons aujourd'hui ? Très bien. Merci Pierre. D'abord, pour remercier un petit peu les deux propos de cet événement. Bien sûr, la région Hauts-de-France et son président, M. Bertrand, et puis également Entreprise et Cité, son président Jean-Pierre Letartre à ma droite. Donc, merci à vous deux de nous accueillir aujourd'hui. Alors, l'Institut Choiseul, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'était un identificateur de talent. C'est un créateur et animateur de réseau qui fédère un certain nombre de garçons et de filles chefs d'entreprise, dirigeants éminents de leur start-up, de leur entreprise familiale ou membres de COMEX de grandes entreprises. Les réseaux Choiseul se démultiplient sur plusieurs géographies. On a déjà une géographie nationale française avec notre Choiseul 100 qui sort depuis maintenant 8 ans, tous les ans dans le Figaro Magazine au mois de mars, et qui agrège les 100 jeunes Français les plus talentueux de leur génération dans les milieux économiques et sociétaux, et qui se réunissent finalement assez fréquemment sur une base récurrente à Paris ou ailleurs. On a également travaillé sur d'autres géographies comme l'Afrique, avec là aussi encore un vivier à l'identique du Choiseul 100 qui compte à peu près 400 lauréats et alumni chacun. Et avec nos amis africains, on organise beaucoup de réunions un petit peu partout à l'échelle du continent. Et puis une fois par an à Nice, dans le cadre d'un grand forum annuel qui, la dernière fois, a rassemblé plus de 600 CEO africains, qui était la plus forte concentration de CEO africains jamais organisée en Europe occidentale. Et puis on s'est démultiplié également et orienté un petit peu vers l'Est. Et depuis 3 ans, on anime un Choiseul Russia qui rassemble là encore à peu près 150 lauréats alumni, dirigeants d'entreprises, vice-ministres et autres russes. Et que tous, on essaie de les interconnecter entre Français, Russes et Africains pour faire en sorte finalement qu'à travers une meilleure connaissance personnelle les uns des autres, à travers également un certain nombre d'opportunités de rencontres, eh bien, on puisse faire avancer une approche plus collective, plus communautaire, on crée du lien et puis on crée aussi des opportunités d'affaires pour les uns et les autres. Alors, les talents, on les identifie, comme je le viens de dire,
en France, en Afrique, en Russie, sur d'autres géographies encore. Mais les talents, ils sont pas simplement, lorsqu'on réfléchit à la réalité française, ils sont pas simplement à Paris, ils sont également en région, et notamment dans les Hauts-de-France. Et c'est la raison pour laquelle, en juin 2019, on a créé le Choiseul Hauts-de-France, avec cette ambition d'identifier, de rassembler, de fédérer finalement cette jeune génération qui est en train de tirer vers le haut la région, la pousser vers la modernité et puis vers la transition, qu'elle soit numérique et environnementale, deux transitions essentielles finalement pour renforcer l'attractivité des territoires et se projeter vers le futur. Ce classement Hauts-de-France, il est publié donc tous les ans en partenariat avec La Voix du Nord et le Courrier Picard que je remercie. Et là, on est à l'amorce finalement d'une deuxième étape. On a lancé l'initiative, on a eu le Covid bien sûr qui nous a un tout petit peu perturbés, mais qui n'a-t-il pas perturbé d'une certaine manière aujourd'hui dans les milieux économiques et plus globalement. Et donc on s'apprête à lancer la deuxième édition du Choiseul Hauts-de-France qui sortira donc début avril dans les deux grands quotidiens régionaux que je viens de citer. Notre ambition là est de rassembler toutes celles et tous ceux qui font l'économie régionale, pas seulement lilloise, mais vraiment de la grande région des Hauts-de-France, de mettre un peu les uns et les autres en relation, de créer une vraie communauté qui plus est fondée sur une approche générationnelle, donc les moins de 40 ans, donc ceux qui portent finalement l'avenir du territoire et l'avenir de leurs entreprises, et de leur permettre d'avancer ensemble de manière un petit peu collective et le cas échéant de bâtir des projets communs. Un petit mot également peut-être pour dire que cette initiative Choiseul Hauts-de-France, notre ambition c'est de la mettre aussi en interface avec les autres communautés que l'on a réussi à créer, à bâtir au fil des années, que ce soit au niveau national, que ce soit sur les géographies de voisinage, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique et la Russie, pour permettre finalement à nos lauréats, à nos alumni de développer un petit peu le réseau, de pouvoir s'intégrer dans des réseaux beaucoup plus globaux et ainsi permettre, in fine, à travers leurs entreprises, à travers leur histoire personnelle, de voir la région être beaucoup plus connectée à des réseaux d'influence et de décision économique majeurs à l'échelle de notre grande région. Voilà, que dire d'autre si ce n'est que aujourd'hui c'est la première réunion de ce club Hauts-de-France qui a vocation à se réunir sous une forme physique naturellement, mais aujourd'hui, compte tenu un peu encore des contingences qui prévalent, on est sous une forme visuelle, audiovisuelle, sous forme de webinaire, pour reprendre un peu cette expression que tout le monde connaît bien maintenant. Et pour lancer un petit peu cette réflexion, on va peut-être à travers l'expérience de deux de nos lauréats, Caroline Poissonnier et Maxime Piquette, aborder au prisme de leur expérience vraiment personnelle à travers leurs entreprises, la réalité de ce que peut être au niveau d'une région de grande transition, la transition environnementale d'une part et la transition numérique d'autre part, qui sont vraiment deux des clés pour renforcer l'attractivité d'un territoire ou d'une géographie donnée. Donc moi je les remercie très sincèrement d'être avec nous aujourd'hui et voilà, donc je déclare ouvert un petit peu ce club Choiseul Hauts-de-France. Merci. Merci beaucoup Pascal Leroux pour ces éclairages. Je crois savoir que Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est également connecté. Bien sûr. Merci Monsieur le Président de région de nous accueillir aujourd'hui à Lille et d'être présent avec nous pour le lancement de ce club Choiseul Hauts-de-France. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur le lancement de ce club Choiseul Hauts-de-France et sur le choix peut-être de ces deux thématiques, transition numérique et transition écologique, que nous avons sélectionnées aujourd'hui pour parler du futur de la région Hauts-de-France? Vous pouviez laisser la parole aux deux entrepreneurs pour commencer. Alors, je vais faire très court. Et je vous promets que ce n'est pas une promesse de politique. Je vais faire très court. Bon, tout d'abord, je suis désolé de ne pas être avec vous physiquement à Lille, mais j'ai dû changer mon agenda à cause d'un drame qui est survenu dimanche et la disparition d'Olivier Dassault. Et je peux d'autant plus parler d'Olivier Dassault que c'était un passionné d'entreprise, de liberté d'entreprendre, et que le combat qui a été le sien résonnera certainement aux oreilles de beaucoup de membres de Choiseul. Ce que je voulais dire après avoir écouté le président Leroux, c'est que j'aime beaucoup cette idée d'identificateur de talents. Et le lancement du club dans les Hauts-de-France nous a permis d'identifier des talents. Il y en a un qui va s'exprimer notamment. J'ai rencontré Caroline Poissonnier à Choiseul lors du la première rencontre de lancement. Et depuis, j'ai appris à découvrir notamment son parcours d'entrepreneur, son engagement citoyen, son engagement sociétal. Et vous voyez,
il n'y aurait pas eu Choiseul, on ne l'aurait pas fait de cette façon-là. D'autres également, membres de Choiseul, m'ont permis, en tant que président de région, de voir quels étaient les talents économiques qui voulaient s'investir. Et juste sur les deux thématiques, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce qu'on m'avait proposé également de dire un mot à la fin, transition écologique, transition numérique. Peut-être que l'image de la région est celle d'une image très industrielle, mais nous sommes vraiment à la pointe. Sur la transition numérique, que ce soit à Amiens et surtout à Lille avec Eura Technologies, qui avait été voulu penser par Pierre de Saint-Ignon, nous avons un vaisseau amiral qui est en train d'essaimer dans la région et nous sommes à la pointe. Nombreux sont ceux qui le reconnaissent, et notamment Challenge qui organise chaque année un grand forum autour de cette révolution numérique dans les Hauts-de-France. Et s'ils le font, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils savent quelle est la réalité. Et sur cette transition écologique, là, nous sommes très engagés avec REV 3, la troisième révolution industrielle. L'idée de Jérémy Rifkin devient réalité dans la région. On a plus maintenant de 1200 projets qui répondent à cette thématique. C'est Philippe Vasseur aujourd'hui qui pilote cela. Et vous voyez, nous sommes à la pointe. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment tous les membres de Choiseul peuvent nous aider à rendre ces deux dimensions les plus concrètes possibles et nous permettre, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de dessiner vraiment l'avenir de la région. Voilà vraiment ce que j'attends de Choiseul, mais le parcours, le profil de Caroline est l'exemple type de ce que Choiseul nous a permis d'identifier comme talent, comme disait Laurent l'instant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ravi de voir également que les liens que Choiseul crée sont déjà opérants sur le territoire. Je me tourne désormais vers Jean-Pierre Le Tartre, président d'Entreprises et Cités, président de l'IRD. Jean-Pierre Le Tartre, nous vivons un contexte à bien des égards exceptionnel et les entreprises ont un rôle clé à jouer. Mettre en valeur l'engagement, la mobilisation des jeunes décideurs économiques, c'est aussi l'ambition du Choiseul Hauts-de-France et le président de région vient de le rappeler. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui, dans ce contexte un peu particulier que nous vivons, de l'engagement des entreprises et celui de leurs salariés face à ces grands défis, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires aujourd'hui? J'aimerais commencer d'abord par vous dire que je suis ravi d'être là, puisque j'avais entendu parler du club Choiseul et du lancement avant même d'être dans cette région, de revenir dans cette région. Et pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il faut créer non pas que des connexions, mais des relations entre les femmes et les hommes, et que le club Choiseul permet de créer des relations entre des jeunes décideurs qui demain seront des décideurs, de grands décideurs dans des organisations plus importantes, et le fait qu'ils soient connus avant facilitera le jeu collectif. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous faisons dans Entreprises Cité, qui est un lieu de brassage, une plateforme de talents aussi et de compétences pour aider l'économie de ce territoire, pour aider les entreprises à se développer et à s'ancrer dans les territoires. C'est ce que fait l'IRD avec ses capacités de financement et de compétences, qui soutient donc, le club Choiseul pour aider les entreprises à se développer. Donc effectivement, on est bien au cœur des préoccupations de l'entreprise et de l'IRD, c'est comment créer les relations qui permettent, dans un jeu collectif, d'assurer un développement économique et social d'un territoire. Donc je croise Choiseul avec territoire et ça nous semble extrêmement important. Alors quand vous parlez de l'engagement des entreprises, si vous voulez, je crois qu'il faut annoncer fort et vraiment le dire très très haut et le répéter aujourd'hui. Et la crise du Covid n'a fait qu'accentuer, mais n'a pas créé ce mouvement. Aujourd'hui, oui, les chefs d'entreprise et les entreprises veulent s'engager sur le territoire où ils sont. Oui, c'est une réalité. Oui, bien sûr, ils ont leurs résultats à faire. Oui, bien sûr, ils ont leur croissance à faire. Oui, bien sûr, ils doivent faire la recherche. Oui, bien sûr, ils payent leurs impôts. Et ils en payent beaucoup. Mais aujourd'hui, l'engagement dans le territoire est clé parce que il n'y a pas de pérennité, de croissance durable, de bien-être de l'entreprise, de développement de l'entreprise sans un territoire fertile. On ne peut pas avoir des racines dans un territoire qui s'abîme. Donc oui, il y a une vraie volonté. Et donc, il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on l'accompagne. Je peux vous dire, je ne sais pas combien de temps j'ai, vous m'arrêterez si je suis trop long, mais je suis pas comme le président Bertrand, je parle beaucoup. En fait c'est ça mon point. Mais quand vous prenez moi, je fais un peu un flash entre quand j'étais dans cette région il y a 20 ans mais en 20 ans, tout a changé dans l'esprit des chefs d'entreprise. Il y a 20 ans, les chefs d'entreprise, c'était le développement international, c'est la mondialisation, etc. Tout ça, c'est toujours vrai, mais on doit faire et
l'ancrage dans le territoire parce que c'est clé. Et notre pays a oublié cela. Et je suis ravi que cette région, qui a toujours été dans cette optique-là, d'ailleurs, depuis très longtemps, soit un fer de lance. Vous voyez, le président Bertrand disait qu'on est fort en numérique, fort en transition environnementale, mais on est aussi très fort dans le jeu collectif. Et ça, c'est la méthode qui va nous permettre de réussir notamment ces transitions. Merci beaucoup, Jean-Pierre Letard. Vous parliez à l'instant d'engagement pour le territoire. Nous avons à nos côtés Caroline Poissonnier, à qui nous passerons un micro dans quelques instants. Alors, si on parle d'une entreprise du territoire, une entreprise engagée, je pense que Baudelaire Environnement, en tout cas, est un bon choix. On essaye. C'est ça. Alors, Caroline, tu es une nordiste pure souche, si je puis dire. Tout à fait. Tu as fait quand même un petit détour par Grenoble et son école de management. Tu as commencé à travailler dans les ressources humaines avant de rejoindre donc l'entreprise familiale créée par ton grand-père en 1964, si je ne me trompe pas. Exactement. Tu as tout bon. Tu as occupé plusieurs fonctions, communication, ressources humaines, fonctions support, gouvernance, et puis tu as pris, début 2018, la co-direction générale du groupe avec ton frère. Alors, Baudelaire Environnement, c'est un groupe familial bien connu dans les Flandres intérieures et aussi dans la région. J'ai même envie de dire que dans les Flandres intérieures, on a tous un voisin, un ami ou un parent qui a travaillé à un moment chez Baudelaire Environnement. Vous êtes aujourd'hui présent sur de nombreux terrains. Vous traitez les déchets, vous les valorisez. On parlera, et le sujet aujourd'hui, c'est notamment la transition écologique. Oui. Que mettez-vous en œuvre aujourd'hui chez Baudelaire face à cette urgence climatique et environnementale, et quel est le rôle d'une entreprise comme Baudelaire en matière d'économie circulaire et de transition écologique? C'est vaste tout ça. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. D'ailleurs, merci Pierre, merci pour l'invitation, merci Monsieur le Président pour votre petit mot, vraiment, ça me touche beaucoup et ça reflète un peu l'engagement que je peux avoir sur ce territoire parce qu'en effet, il est fort. On parlait mondialisation, etc. Nous, on a, s'il y a 3 mots à retenir sur notre société, c'est vraiment familial, régional, indépendant. Donc ça, c'est vraiment notre ADN, c'est ce qui nous caractérise et c'est ce que je souhaite qu'on retienne aujourd'hui. Donc, transition écologique, on parle transition écologique, transition énergétique, transition climatique. Il y a plein de mots, tout ça regroupe plus ou moins les mêmes concepts. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience est faite. Elle est faite par les populations, par les changements d'habitude des consommateurs déjà. Elle est faite aussi par les pouvoirs publics. Concrètement, il n'y a qu'à citer loi de transition énergétique pour la croissance verte, feuille de route pour l'économie circulaire, loi AGEC, projet de loi climat et résilience. Voilà, on en a beaucoup. Et tout ça fait que ce secteur, ce sujet est en pleine mutation. Donc, comment nous inscrivons, groupe Baudelaire Environnement, dans cette dynamique? J'ai envie de dire que c'est juste notre ADN et c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, nous, tu l'as dit, Pierre, on intervient dans le traitement et la valorisation des déchets au sens large, donc au niveau des industries, des collectivités. On va travailler aussi bien sur des ferrailles et métaux, des déchets utiles, des déchets valorisables, ce qu'on appelle des papiers, cartons, plastiques, de l'amiante, etc. Je vais pas rentrer dans le détail. Notre société, je co-dirige aujourd'hui avec mon frère, donc je vous l'ai dit, société familiale, dont je représente la 3e génération. On fait aujourd'hui 130 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2 territoires, à la fois les Hauts-de-France et la Normandie, et on compte aujourd'hui 540 collaborateurs sur ces deux territoires. On a vraiment l'ambition de rester sur ces territoires et d'avoir l'entreprise la plus rayonnante et la plus impliquée possible sur notre territoire. Alors, déchets, c'est pas tout de suite synonyme de transition écologique, forcément, enfin ça résonne pas nécessairement, et pourtant, j'ai envie de dire que depuis plus de 50 ans, on a mis vraiment l'innovation au cœur de notre stratégie et on crée des boucles d'économie circulaire à tous les niveaux sur notre écoparc. Soit à travers la valorisation matière, c'est-à-dire qu'on va réintégrer, on va valoriser des matières pour les réintroduire dans le système de consommation, ou on va travailler sur de la valorisation énergétique. Donc ça va être vraiment de créer de l'énergie verte, soit de l'électricité, soit du gaz, ou de créer des combustibles alternatifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des sujets complexes, mais dans tous les cas, cette mission a un seul et même enjeu, c'est limiter l'extraction des énergies fossiles en donnant une seconde vie aux déchets, matière ou énergétiques, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc en ça, c'est vraiment le cœur, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien.
Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le groupe Baudelaire Environnement est vraiment inscrit dans une transition globale sur l'accompagnement de nos clients vers cette transition écologique. On a créé un bureau d'études qui s'appelle Big Green notamment et qui accompagne vraiment nos clients à réduire leurs déchets à la source parce que c'est bien connu maintenant, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, donc il y a de ça. Et puis ensuite sur les déchets qui sont effectivement produits, puisque je pense que c'est pas à l'échelle de notre génération où on arrivera à avoir vraiment le zéro déchet, ben c'est comment on peut le valoriser de la meilleure façon possible, mieux trier, etc., etc. Donc ça c'est un premier sujet. Depuis 1989, on est aussi très sensible au transport alternatif. Donc 4 de nos sites sont implantés à proximité directe en voie d'eau. Donc, on favorise le transport fluvial. Nos sites, bien sûr, c'est un peu de véhicules électriques et on se dote maintenant de camions qui roulent au bio-GNV. Encore une fois, économie circulaire, on crée à partir du biogaz issu des déchets du gaz naturel. Donc, on réinjecte dans le réseau de gaz naturel en partenariat avec GRDF. Et maintenant, on se dote de camions qui roulent à ce même combustible alternatif. Donc, tout ça, c'est vraiment des boucles. On investit également dans des énergies renouvelables telles que le solaire. Et puis, on a vraiment un gros travail depuis de nombreuses années sur la préservation de la biodiversité, à la fois avec des partenariats avec le Conservatoire botanique de Bailleul, par exemple, qui est très actif là-dessus sur la préservation des espèces menacées. On est implanté sur 300 hectares au niveau de notre écoparc et on a vraiment une vraie sensibilité. On fait de l'éco-pâturage, voilà, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes les petites activités, mais en tout cas, on y est très sensible. Et je pense qu'aujourd'hui, notre groupe s'engage et va encore plus loin grâce à l'innovation. Donc, on vient de faire un partenariat avec Garage qui est impulsé par le groupe Becoming à Lille, qui est vraiment un écosystème alliant à la fois commerce et innovation. Et nous, notre enjeu, notre ambition, c'est de s'associer et de rencontrer des startups qui ont des idées, des nouvelles idées de valorisation de déchets pour venir aussi peut-être révolutionner les nôtres. Donc, très ouvert sur tous ces sujets. Et donc, nous avons récemment lancé un appel à projets que vous pouvez retrouver sur valorisonsnosdéchets.com tout simplement, où chaque porteur de projet, que ce soit une école, une association, une entreprise, une start-up, etc., peut venir nous soumettre un projet pour qu'on puisse l'accompagner et voir comment on peut mettre en place tous ces sujets. Donc, on a 4 thématiques qui sont pour l'environnement forcément et pour la transition écologique sur l'énergie. Parce que pour nous, le déchet est une véritable source d'énergie. C'est vraiment notre cœur de métier. La chimie des matériaux, il y a beaucoup à faire encore là-dessus. L'up et le downcycling, on en parle beaucoup. Comment réutiliser les matières, comment donner une nouvelle seconde vie. Et puis, bien sûr, les solutions digitales. Parce qu'aujourd'hui, le digital s'invite aussi dans nos métiers. On en parlera avec Maxime tout à l'heure. Mais voilà, donc très rapidement, voilà un peu comment notre groupe s'inscrit dans cette transition qui est somme toute primordiale pour l'avenir de la planète. Merci. Merci beaucoup, Caroline, pour ces éclairages sur ton entreprise familiale. La transition est toute trouvée puisque tu viens de parler d'innovation et de numérique, donc merci pour cette transition numérique en l'occurrence. Maxime, tu es directeur général du groupe Icréo, que tu as fondé durant tes études d'informatique à Lille d'ailleurs, en 2010, et tu as développé une expertise sur l'audio digital avec une mission assez claire qui est de permettre à chacun de faire entendre sa voix. Donc tu as aujourd'hui 2 sociétés, Radio King, qui permet à chacun de créer sa radio en ligne, ainsi que la société Ocha, qui est devenue en quelques années le leader français dans l'hébergement, la distribution de podcasts. D'ailleurs, les chiffres sont assez impressionnants, puisque tu héberges aujourd'hui chez Ocha, si je ne me trompe pas, 2600 podcasts, avec 4 millions d'utilisateurs, d'auditeurs plutôt mensuels. Donc, on parle aujourd'hui de transition écologique et puis d'une deuxième transition, la transition numérique. On aurait pu imaginer qu'avec l'avènement du numérique, l'audio disparaisse petit à petit, avec principalement des réseaux sociaux basés sur le texte notamment, ou la vidéo. Et pourtant, on assiste à un retour du format audio, et je pense notamment à la récente application Clubhouse qui a mis en émoi les entrepreneurs et les influenceurs qui n'y étaient pas. Tu as fait justement de l'audio ton cœur d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais au quotidien ? Quel regard portes-tu donc sur ces mutations et sur cette transition numérique notamment, et en quoi l'audio peut-il être mis au service de l'innovation ? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci déjà beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être ici avec vous ce matin pour parler de transition numérique et aussi de transition écologique, parce que pour faire un peu un parallèle avec Caroline, je pense que justement également dans ce que nous faisons à travers le numérique,
devons aussi avoir un regard sur sur l'écologie et sur le coût que représente le numérique aussi sur l'écologie, qui est un coût aussi important, notamment en émissions et très énergivore à travers les serveurs, les nombreux serveurs qu'on peut utiliser. Il s'avère, je peux malheureusement pas l'annoncer encore, mais il s'avère qu'on communiquera cette semaine sur un des projets qu'on a réalisé avec une grande plateforme d'écoute de streaming sur justement un projet qui nous tenait à cœur, sur comment réduire aussi à notre niveau l'utilisation qu'on peut faire à travers nos serveurs qui, de fait, utilisent de l'énergie, qui, de fait, produit par définition aussi du CO2. Avant ça, évidemment, tu l'as dit, Pierre, mon sujet, c'est l'audio. Je dirige 2 sociétés dans cet univers. Et en fait, depuis maintenant quelques années, l'audio nous entoure. Il est partout autour de nous. Ça a commencé un petit peu à travers les assistants vocaux. On a vu apparaître sur nos mobiles Siri, par exemple, comme assistant vocal. Et puis, aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, vous avez peut-être chez vous des enceintes connectées. Dans votre voiture, vous avez peut-être un petit bouton qui vous permet de parler avec votre voiture et de faire des commandes vocales. Un peu partout, finalement, même maintenant, les plus jeunes générations, je pense que on n'est peut-être pas tous, nous, adeptes de ça, mais les plus jeunes générations, plutôt que de s'envoyer un SMS, vont s'envoyer un message vocal, parce que c'est plus rapide. Et justement, ça mène à cette réflexion de pourquoi l'audio devient si important dans nos vies aujourd'hui, avec effectivement cet événement du numérique. Et bien déjà, il y a une chose qui est assez simple, c'est que l'audio, ou en tout cas la parole, c'est la chose la plus naturelle pour l'être humain. C'est la première chose qu'on apprend. Et pour nous aujourd'hui, eh ben, parler, et c'est ce qu'on fait ici, c'est beaucoup plus simple que si on devait écrire tout simplement. Il s'avère qu'on est aussi plus efficace quand on parle. On peut parler jusqu'à 150 mots minute, enfin en moyenne on parle à 150 mots minute, alors que si on tape sur un clavier, on va plutôt être à 40 mots minute. On voit bien qu'il y a aussi un souci d'efficacité à travers la parole. À travers ça aussi, il est important de se dire que l'audio et également la parole permettent de transmettre également des émotions. Là où en texte, on a inventé quelque chose qui est formidable, qui sont les emojis, qui permettent de transmettre des émotions à travers des caractères ou à travers des petites images. On n'a pas besoin de ça en audio parce qu'effectivement, rien qu'avec la parole, on peut entendre le sourire à travers simplement le son. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, technologiquement, on sait mieux traiter l'audio. Il y a quelques années encore, on n'était pas en capacité, notamment, de transcrire de l'audio, de passer de l'audio à l'écrit. Et même aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, puisqu'on parvient à passer de l'écrit jusqu'à l'audio. Donc, on voit aussi que technologiquement, on va beaucoup plus loin. Et je pense que dans les années à venir, ça va se développer. Je pense surtout également que les intelligences artificielles vont contribuer encore plus à l'avènement de l'audio. Aujourd'hui, on est encore un peu parfois circonspect quand on utilise un assistant vocal et qu'on demande de jouer une playlist sur son enceinte et puis qu'elle nous donne une recette de cuisine. Bon, je pense que dans les années à venir, on va arriver à solutionner ce genre de soucis et qu'en fait, là où on n'était pas peut-être habitué il y a quelques années à utiliser un clavier et une souris, dans les années à venir, encore aujourd'hui, là pour l'instant, c'est pas forcément pour nous toujours évident de parler avec un assistant vocal. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure dans les années à venir et donc ça deviendra quelque chose de tout bonnement naturel. Enfin, c'est important aussi, je pense que ça joue sur cet avènement aussi de l'audio qu'on connaît aujourd'hui. C'est que l'audio, c'est le monde de la sincérité, c'est le monde de l'immédiateté, c'est le monde où tout est naturel. Quand vous écoutez un audio, il n'y a pas d'artifice, vous n'avez pas l'image pour avoir cet artifice qui vous projette sur quelque chose qui est différent de ce que vous entendez. Ça vous ramène à quelque chose de beaucoup plus neutre. Et en plus de ça, l'audio, pour ceux qui écoutent des podcasts, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Et pour les autres, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est toujours la difficulté. Mais
si vous avez déjà écouté des podcasts, vous savez à quel point l'audio peut nous amener dans des mondes différents. Je ramène à l'audio souvent je trouve que l'audio se rapproche beaucoup de la lecture, parce que, un peu comme la lecture, on doit faire ce travail d'imagination pour imaginer ce qu'on entend. Tout simplement, on peut tous l'imaginer, hein, quand on a une conversation téléphonique et qu'on ne voit pas notre interlocuteur et qu'on ne le connaît pas, on se fait toujours une représentation dans notre tête de à quoi ressemble cette personne. Mais au-delà de ça, quand on écoute par exemple un podcast de fiction, j'en ai écouté un très bon il y a pas très longtemps où j'étais plongé dans un sous-marin avec des monstres tout autour de moi. L'univers audio m'a entouré et j'y étais. Je voyais ce sous-marin et je vivais les mêmes choses que les intervenants dans ce podcast. C'était spectaculaire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on peut être projeté dans un univers différent et faire travailler aussi notre imagination. Je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu aussi à travers les écrans. Et là, avec l'audio, on retrouve ça, on retrouve ce plaisir de pouvoir nous-mêmes imaginer. C'est une pause aussi à travers nos vies qui sont justement tellement devant des écrans, devant nos téléphones, devant nos ordinateurs, devant nos téléviseurs. Ben, je pense que ça fait plaisir aussi, ça fait du bien de se retrouver le soir, de pouvoir se dire non mais je vais peut-être pas regarder un film, mais je vais écouter un podcast. Dans la voiture, bah tiens, je vais écouter un podcast qui me fait du bien. Quand je vais courir, je vais écouter un podcast. Quand je fais une activité, bah tiens, je vais écouter un podcast. Ou je peux ne rien faire et écouter aussi un podcast, qui est aussi un vrai plaisir pour certains. C'est accepter de prendre du temps pour soi et juste écouter quelque chose de différent et de vivre quelque chose, que ce soit un podcast qui nous informe, comme tu l'as fait notamment Jean-Pierre sur les cafés de l'après, où on a eu des super interviews de personnalités, ou des podcasts de fiction qui peuvent nous projeter par exemple dans un univers différent. Alors effectivement, chez Crévo, on est un groupe qui a la mission de permettre à chacun de pouvoir faire entendre sa voix. Ça a toujours été notre souhait, qui a été de dire que au final, quand on a commencé nous en 2010, il faut se resituer, hein, l'iPhone avait à peu près 3 ans, donc on était encore pour nous au tout début de l'histoire d'Internet et des mobiles. On avait ce souhait que ça n'était plus uniquement dédié à des grands groupes de presse ou à des grands groupes radio ou à des grands groupes TV de pouvoir créer leurs propres médias. Et on avait envie de permettre à chacun, qu'on soit indépendant, associatif, entreprise, de pouvoir aussi créer son propre média à travers la radio. Ça a été notre première société. Et puis là, plus récemment avec Ocha, à travers aussi un podcast. Et au final, avec Ocha et Radio King, on rassemble 2 moyens de faire de l'audio et 2 moyens d'avoir son propre média, à la fois à travers une radio en ligne sur Internet et en même temps à travers un podcast à la demande. Alors, on a le plaisir, notamment dans la région, d'héberger plusieurs podcasts de sociétés dans notre région. On a récemment, OVH nous fait le plaisir de nous rejoindre très récemment, et donc on est heureux de pouvoir héberger leur podcast. Decathlon est l'un de nos clients aussi, Leroy Merlin, et donc bah voilà, on travaille aussi à travers les acteurs de la région, évidemment avec d'autres partout en France, mais c'était important pour moi de le dire. À travers ça, et notamment à travers Ocha, il faut savoir qu'aujourd'hui, 14% des Français écoutent chaque semaine des podcasts. 14% des Français. Et c'est plus de 5 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit que, effectivement, on en parlait par rapport à Clubhouse, il y a une vraie volonté d'écouter de plus en plus de podcasts par rapport à ça. Enfin, pour revenir simplement sur Clubhouse, c'est intéressant cette application. Si vous ne la connaissez pas, c'est une application qui permet finalement de discuter en direct sans aucune image avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. C'est très intéressant. Moi, je trouve que cette façon de pouvoir échanger, qui est juste à la parole, comme si on se retrouvait dans des salles et qu'on discutait ensemble, c'est extrêmement efficace et je pense qu'on va retrouver des modèles dans les années à venir qui aussi se développeront autour de l'audio. Merci beaucoup Maxime pour ces éclairages. Merci aussi de concéder le format webinaire, du coup, qui n'est pas ta tasse de thé, si je comprends bien. C'était pas mon message, pardon.
Alors, on en vient au terme de ce premier chapitre, de cette première séquence d'intervention de nos speakers. Je vous propose que l'on passe ensemble au deuxième grand temps de cet événement qui consiste en des dialogues et des échanges entre les speakers ici sur le plateau, avant de passer au troisième temps qui sera dédié à vos questions. Et je vous invite dès maintenant à poser sur le chat les questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure des échanges. Et nous y reviendrons en fin d'événement. Alors, on a parlé de transition écologique, on a parlé d'innovation, on a parlé d'engagement. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir ou interpeller sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça vous fait un écho particulier? Sinon, moi, j'ai plein de questions à vous poser et je serais ravi de le faire. Pascal, vous avez une question? Oui. Moi, je suis assez frappé par la force d'engagement des entreprises régionales, à travers ce qu'a dit notre ami Monsieur Le Tartre, à travers ce qu'ont dit nos deux lauréats, et à travers aussi tous les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres lauréats Choiseul Hauts-de-France. Il y a une véritable volonté d'enracinement, il y a un volontarisme local, une dynamique territoriale qui est relativement forte. Et j'avais envie de demander un petit peu à ceux qui m'entourent, en fait, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus ou davantage marqué ici que ça ne peut l'être dans d'autres régions. Qu'est-ce qui fait finalement cette volonté d'être plus local, régional, que d'avoir une empreinte beaucoup plus ouverte sur le territoire national? Alors, moi, je vais parler de mon expérience et ce que je peux dire, c'est que à toute étape de mon expérience d'entrepreneur, j'ai retrouvé dans la région des organismes associatifs ou publics qui ont pu m'accompagner. Je me rappelle encore à mes tout débuts, j'étais encore étudiant, que je suis allé voir la CCI à Lille et j'ai été reçu, moi jeune étudiant qui souhaitait faire mon entreprise pour m'aider, sachant que vraiment à l'époque j'avais un projet qui était minime et donc avec le recul aujourd'hui, je me rends compte du temps pris pour moi vis-à-vis de mon potentiel à l'époque qui était très faible et ça m'a marqué. J'ai rejoint par la suite le réseau Entreprendre Nord qui a été fondé ici dans le Nord par notamment la famille Mullier qu'on connaît bien ici aussi dans le Nord et j'ai rejoint ce réseau dont je suis toujours membre actuellement. Plus récemment, j'ai rejoint, on parlait tout à l'heure de la technologie, mais j'ai rejoint moi la Planimage qui est aussi un pôle d'activité très fort dans notre région et qui est aussi mené par la région notamment. Et donc, je pense que c'est aussi, et moi je rends ça à la région et je rends ça à l'écosystème de la région, à la fois associatif et public. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives globales qui sont faites dans notre région pour justement aider les entrepreneurs à toute étape de leur développement et que si vous souhaitez créer une entreprise, si vous voulez vous donner les moyens, en tout cas, il y aura des personnes pour vous écouter, il y aura des personnes pour vous accompagner à toute étape. Jean-Pierre Le Tartre, quel regard portez-vous sur ce sujet? Non, d'abord, j'ai envie de vous dire, n'opposons pas local et international. Ce sont ici le développement d'entreprises internationales ancrées localement. C'est très important parce que c'est une erreur quelquefois de dire bah non, on reste dans son coin, bien sur ce territoire. Je vais lancer bientôt un nouveau nom. Alors, il ne faut plus appeler les entreprises multinationales, il faut les appeler multiterritoires. Voilà. Vous êtes une entreprise multiterritoire et non plus multinationale parce que vous êtes ancré dans les territoires où vous travaillez, où vous êtes implanté. Ça, c'est pas mal. Deuxième point, je crois qu'ici, il faut rappeler un peu l'histoire, en fait. Il y a un historique entrepreneurial et social et de jeu collectif très fort. Entrepreneurial qui a connu depuis bien avant-guerre le textile, etc., et qui a connu beaucoup de crises et qui s'est transformé. À différence d'autres régions, je connais beaucoup d'autres régions entrepreneuriales en France, où on est souvent dans la première génération. Là, on a plusieurs générations d'existence entrepreneuriale dans des métiers différents en fonction des évolutions économiques. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, très social. C'est ici qu'a été créé les allocations familiales, le 1% logement, bien avant-guerre. Donc, cette notion que la réussite de l'entreprise n'est pas que financière, mais elle est aussi sociale, aujourd'hui environnementale, plus qu'hier. Et c'est ça qui a créé cet ADN, je pense, de jeu collectif. Mais on a encore du boulot. Hein, ne croyez pas que tout est rose. Et je le dis ici, il y a encore beaucoup à travailler pour aller encore plus loin dans ce travail collectif entre les entreprises, les grandes, les petites, entre les secteurs d'activité,
Et puis aussi avec le pouvoir politique, avec les collectivités locales, pour travailler encore plus collectivement, les associations, pour travailler encore plus collectivement à la transformation, aux enjeux de transformation. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, tu l'as dit. Bon, j'ai la chance de présider beaucoup de choses qui sont dans ce domaine-là, que ce soit le comité Grand Lille, l'entreprise Cité, l'IRD, etc. Mais il faut travailler là-dessus parce que c'est ça qui va être un élément. Au fond, résoudre la complexité de nos enjeux d'aujourd'hui, c'est si on les résout avec d'autres et dans la proximité. On ne résout pas une complexité tout seul, en haut, tout en haut, au 40e étage d'une tour à la Défense, j'ai bien connu. Non, c'est sur le terrain et en gérant la complexité. Merci beaucoup. Caroline Poissonnier. Oui, petit mot sur le territoire. Moi, j'ai la chance d'être issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc, Groupe Baudelaire Environnement a été créé, comme tu l'as dit tout à l'heure, par mon grand-père dans les années 60, repris par mes parents dans les années 80, qui ont vraiment fait un développement assez incroyable et qui ont posé toutes les pierres, les briques de fondation de notre groupe aujourd'hui, et qui nous permet, nous, de pouvoir passer à la vitesse peut-être supérieure avec mon frère. Et notre métier, on l'a dit tout à l'heure, déchets, écologie, c'est pas le premier synonyme. Déchets, c'est aussi une activité qui sonne, voilà, qui peut résonner. Tout le monde est conscient qu'il faut traiter le déchet, mais alors surtout pas à côté de chez moi. Et donc pour nous, l'acceptation de notre métier sur notre territoire et dans notre écosystème est vraiment très important. Donc on travaille aussi beaucoup avec toutes nos parties prenantes, à la fois les riverains, les associations, les mairies, les collectivités, la région, parce que nous avons besoin pour notre pérennité, et encore une fois, je le redis, mais nous sommes une entreprise familiale avec un seul et unique objectif qui est la transmission, la pérennité, le long terme et vraiment le rayonnement sur le territoire. Et donc pour nous, c'est vraiment c'est notre enjeu, c'est vraiment l'inscription et la participation à toutes les thématiques environnementales du territoire, c'est un enjeu fort pour nous. Merci beaucoup. Alors, on discutait à l'instant de transition écologique, de transition numérique, avec en trame de fond cette notion d'engagement qui est très présente dans la région. Une question peut-être pour Caroline et Maxime. Nous vivons aujourd'hui un contexte assez particulier avec beaucoup de distanciel, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse aussi parfois. Comment faites-vous justement pour favoriser l'engagement, la mobilisation de vos équipes? Est-ce que cela passe par des outils, des méthodes, de la communication? Comment ça se passe au quotidien pour vous? Alors effectivement, la transition qu'on vit en ce moment est complexe. Elle nécessite de réimaginer la façon dont on travaille et dont on collabore avec l'ensemble de nos équipes. Je pense que, en tout cas, pour nous, on a mis en place beaucoup plus de rituels qui nous permettent de communiquer, d'échanger et de savoir comment ça va. Je peux vous donner une chose très simple, par exemple, qu'on a mis en place de façon très précise, et je le dis parce que j'espère que ça peut aider d'autres. On a mis en place un indicateur simplement de connaître comment appeler ça, mais comment se sentent nos équipes. Et chaque mois, on demande à nos équipes juste de nous donner un petit indicateur en mode, voilà, sur une échelle de 1 à 10, dans ta vie, comment ça va, et au travail, et par rapport au travail uniquement, comment ça va. Et c'est important de faire ça parce que, alors, évidemment, c'est automatisé, c'est un ordinateur qui vous envoie, etc., un formulaire, ok, mais parce qu'on ne peut plus avoir ce lien physique dans les bureaux et qu'on ne peut plus repérer et qu'on ne peut plus voir nos collaborateurs en direct et donc savoir leur état réel, chose qu'on pouvait avoir quand on discutait avec eux au café, etc., et bien on est obligé de recréer ça numériquement. Et nous, ça nous a permis aussi d'avoir un indicateur qu'on surveille et qui nous permet simplement de savoir si ça va. Quand ça va pas, c'est aussi un moyen pour nos équipes de dire ça va pas, j'ai envie de te le dire. Et en fait, c'est un peu parfois un appel en mode tu m'as ouvert la possibilité de te le dire, mais je te le dis. Et en fait, c'est souvent un appel pour dire n'hésite pas à revenir me voir pour en parler.
Et ça, je trouve très intéressant parce que enfin, vraiment, moi, j'ai eu des situations où je me suis dit, ah, ok, on a super bien fait de faire ça parce que justement, le coordinateur, combien même c'est numérique, il nous a dit que ça n'allait pas. Et on a pu en parler avec lui et trouver des solutions, arranger un peu les choses au cas par cas. Caroline, quand on a plus de 500 salariés, comment ça se passe l'engagement de ces équipes? C'est un vaste sujet. Je rejoins Maxime. On a mis aussi bien sûr en place des enquêtes, voilà, de comment ça va. Alors avec plusieurs thématiques de comment ils se ressentent, le management, est-ce qu'ils ont besoin de plus de proximité, etc. On essaie vraiment d'organiser des temps dans les équipes pour ça. Les modes de travail, de communication ont changé. Je pense que c'est une période qui a été difficile pour tout le monde. Tout change, voilà. Donc, il faut qu'on se réinvente. Nous, la façon dont on a traversé cette crise, c'était de s'appuyer vraiment sur notre vision, nos valeurs et le projet d'entreprise. Donc, on a fédéré toutes nos équipes, donc nos valeurs d'engagement, donc c'est-à-dire voilà, de nos salariés, les Reapers. Vous vous souvenez qu'il y a eu un élan collectif pour cette profession qui était un peu mal connue à un moment, qui sont restés au travail, qui ont vraiment fait le job et on leur en remercie. Donc les valeurs à la fois d'engagement, de respect, donc des gestes barrières, des protocoles, de travailler le mieux possible ensemble. Nos autres valeurs, c'est l'agilité et l'optimisme. Et ça, je pense que c'était primordial pour traverser cette crise. S'appuyer, encore une fois, revenir à la base, à la vision, à ce qu'on veut en faire, au cap qu'on s'est fixé. Maintenant, j'ai la chance, enfin en tout cas, on a la chance de l'avoir fait en amont. Parce que je pense que c'est pas dans les périodes de crise qu'on peut construire ça. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en intelligence collective, on crée ensemble ce que doit être le groupe demain, les piliers, les valeurs sur lesquelles on a envie de s'appuyer, encore une fois, les métiers. Et dans ces moments de turbulence, parce qu'on vivra clairement une période de turbulence, je pense que c'est là-dessus où on peut le plus facilement rebondir, échanger, discuter, parce qu'on sait où on va et on a le socle commun. Donc, je ne peux qu'appeler toutes les entreprises à, dans cette petite période peut-être d'accalmie là maintenant, mais en tout cas, de vraiment repenser ce qu'ils veulent être, leurs fondamentaux, et grâce à ça, et puis bien sûr aux enquêtes, aux discussions, aux échanges informels, tout ça, ça doit être encore plus présent. Donc, on est très vigilant auprès de nos managers d'être encore plus attentifs aux signaux faibles. Alors bien sûr, il y a l'activité, il faut préserver l'activité, il faut travailler, etc. Mais il faut aussi être particulièrement sensible et empathique parce que tout le monde ne vit pas cette crise de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes peurs, tout le monde n'a pas les mêmes réactions, tout le monde n'aime pas les mêmes types de travail. Et du coup, je pense que pas la priorisation, mais comment dire, l'individualisation des relations avec les managers est d'autant plus importante dans ces périodes pour favoriser encore une fois l'engagement. Et puis les discours, l'optimisme, moi c'est la valeur pour moi qui est primordiale, qui est la plus importante. On va s'en sortir. Le monde de demain ne pourra être que mieux, va apporter des transformations, mais c'est à nous de les construire. Encore une fois, il ne sert à rien de s'inquiéter là où on n'a pas de prise et d'accès. Donc agissons et mettons notre énergie à construire le monde de demain dans ces nouvelles données, enfin avec ces nouvelles cartes, tout simplement. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on a parlé de transition écologique, de transition numérique. Cela implique forcément une dynamique collective de transition. Et je m'adresse notamment à Jean-Pierre Le Tartre, avec votre expertise en RSE. Comment fait-on pour embarquer des équipes dans ces transitions, et notamment faire en sorte que la RSE soit une vraie dynamique collective et non pas cantonné à un rapport annuel ou à des éléments de communication pour des entreprises. Et je crois par ailleurs savoir que vous avez lancé une plateforme expérimentale pour lutter contre le décrochage dans la région. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup et je serais ravi d'en savoir plus aujourd'hui. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à vos deux questions. La première, un commentaire général sur la RSE. Bon, je veux dire, la RSE fait partie aujourd'hui de la stratégie, partie intégrante. C'est plus, je fais pas la RSE que le soir dans les cocktails, quoi. Je fais la RSE tous les jours dans mon entreprise. La gestion, ça fait partie des objectifs. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus parler de la réussite des entreprises, il faut parler des réussites de l'entreprise. Donc financière, économique, sociale, environnementale, etc. Mais tout est lié. Et quand je prends une décision, je la prends au vu des impacts sur l'ensemble de ces éléments financiers, économiques, environnementaux, etc. C'est la complexité
du management, mais qui est inévitable et qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, c'est bien intégré. Je pense que dans les entreprises, ça l'est aussi. C'est un élément aussi d'attractivité en termes de talent. On en parlait tout à l'heure. Vous savez, des choiseuls de moins de 40 ans, si vous leur dites que vous êtes polluant et que vous ne respectez pas l'environnement, vous avez peu de chances de les embaucher dans votre entreprise. Moi, je me rappelle toujours de jeunes collaborateurs dans mon ancienne maison qui ne voulaient pas travailler sur des dossiers, sur une grande entreprise pétrolière parce qu'ils faisaient du pétrole, quoi. Bon, je dis, mais enfin, t'es malade, mais si, il faut qu'il aille. Non, non, il va pas. Bon. Donc, c'est un sujet aujourd'hui, et donc il faut expliquément avoir cette attractivité, et ça doit être intégré dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Après, vous évoquez l'aspect de l'engagement social, parce que dans RSE, il y a S. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, et c'est l'objet de la plateforme que nous avons lancée avec 7 autres fondations dans notre région, c'est que, au fond, les entreprises de certaines tailles se sont structurées par rapport à la nécessité de l'engagement social, qui fait partie de la stratégie intégrante d'entreprise comme l'environnement. Il faut aider les entreprises de taille moyenne ou plus petite à se connecter aux besoins. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, avec ces 7 autres fondations, de faire une plateforme, j'ai envie de dire, une sorte de B2B, qui connecte en fait les besoins avec les ressources. Donc, toute entreprise qui a des collaborateurs qui veulent s'engager pour faire du soutien scolaire, qui a des ordinateurs à offrir aux étudiants, aux 12 000 étudiants à Lille qui sont décrochés et qui n'ont qu'un smartphone pour faire leurs travaux, leur TD, tout ça, eh bien, ils ont maintenant un numéro de téléphone et on va les connecter à des fondations, des associations qui font ça. Donc, c'est une plateforme, en fait. On a créé une plateforme de B2B pour faire le lien entre les besoins et les ressources, en fait. Et on a lancé ça il y a 15 jours maintenant, et on fait le test de la mise en œuvre jusqu'au 30 juin. Ce qui est bien dans cette opération, déjà, c'est qu'il y a 7 fondations qui ont décidé de jouer collectif, et pas les moindres. Ce sont les possibles fondations. Je n'ai pas tous les cités, l'Université de Lille, Entreprises et Cités, beaucoup de fondations, donc 7 grandes fondations ont décidé de travailler ensemble sur ce sujet. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que justement, on ne va pas faire à la place d'eux. On fait un accélérateur par cette plateforme. C'est vraiment du numérique, en fait, d'une certaine façon, même si c'est un numéro de téléphone aujourd'hui. Voilà, on lance cette opération. Aujourd'hui, on a 50 dossiers en cours. Il y en a une dizaine qui se sont avérés par des actions concrètes. Et là aussi, ça permet aux entreprises de toute taille de s'engager et effectivement d'engager pas uniquement des moyens financiers, mais des moyens matériels et aussi le temps de leurs collaborateurs pour des questions de notre territoire et sociales, notamment de notre territoire. Merci beaucoup. On voit que la crise et le contexte que l'on connaît peut être une opportunité de se réinventer, de sortir des sentiers battus et de créer de nouvelles solutions, de nouveaux services. Est-ce que dire ça, c'est un lieu commun selon vous? Est-ce que vous l'avez également expérimenté dans vos organisations Est-ce que vous me permettez une seconde? Oui, avec plaisir. David Bertrand. On parlait de RSE, j'écoutais Jean-Pierre à l'instant. Il y a un sujet sur lequel on n'est pas directement dans la RSE, mais sur lequel je le pense, et Pascal me permettra de faire cette interpellation avec l'ensemble des membres Choiseul, c'est nos jeunes, et c'est la question des stages. Je pense qu'on est à un moment, même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas toute la visibilité, il faut tous, et je fais la même chose au niveau du conseil régional, parce que je ne peux pas en parler sans le faire moi-même, sans donner l'exemple, il faut absolument que l'on que l'on fasse davantage que ce qu'il serait raisonnable de faire pour les stages pour nos jeunes. Parce qu'on a une année qui est une année terrible pour tout le monde, mais eux, à leur âge, perdre un an, je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué à vivre et on a du mal à se souvenir de comment on aurait été à la place. Et même quand on a des enfants, c'est compliqué. Donc, si chacun pouvait regarder chez soi, dans son entreprise, comment on peut, les stages de longue durée, je sais que c'est compliqué, mais de courte et moyenne durée, ça l'est quand même moins, que l'on fasse un maximum. Et je crois qu'on est près de 120, 150 dans cette visio et qu'on en parle autour. C'est Jean-Pierre qui me donne l'idée quand il dit je ne fais pas de la RSE, seulement quand je participe à un cocktail et autres, il a entièrement raison. C'est qu'il faut qu'on dépense tous les jours. Mais là, j'ai un sujet, on va bientôt lancer avec nombre d'organisations professionnelles un message là-dessus, mais si Choiseul pouvait aussi s'y associer, ça serait formidable. Et si Pascal pouvait aussi le faire avec Choiseul, pas seulement dans les Hauts-de-France, je pense qu'on ferait vraiment œuvre utile.
Excusez-moi de vous avoir interrompu. Merci, Monsieur le Président. Donc vous, dans vos organisations, on en parlait à l'instant de cette capacité à innover en période de crise, c'est aussi quelque chose que vous avez vu, dont vous pouvez témoigner, cette capacité à, je veux dire, à rebondir, ou en tout cas à faire avec, à défaut. J'y vais. Ouais, non, je sais pas. Oui, tout à fait. Encore une fois, agilité. Enfin, je pense que dans cette période, c'est le maître mot. On s'est réinventé. Nos comptoirs d'achat étaient fermés. On est venu à la rencontre. On a créé des systèmes, des baraques à métaux, ce qu'on appelle, pour que le système économique puisse fonctionner. On a mis en place 2 nouveaux outils dans l'entreprise. Enfin, je pense que là, pour le coup, on n'a pas eu le choix que de se réinventer et c'est notre rôle, je pense, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant et en tant que leader, de montrer que voilà, là, le propre de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est de se réinventer et de réagir. Donc, en tout cas, ça s'est vraiment vu dans notre entreprise et le fait d'embarquer tout le monde, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les valeurs, la co-construction qu'on avait fait auparavant a permis que les gens nous suivent, quoi, et qu'ils soient fiers de continuer à travailler, qu'ils soient fiers des évolutions, des étapes qu'on a pu faire au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, moi, je suis fière du travail qui a été fait par l'ensemble de mes collaborateurs, à la fois sur les supports, mais également dans le métier. Enfin, ils ont vraiment su prendre ces nouvelles contraintes et puis se les approprier et puis réagir. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps. Il n'y a pas eu une transformation un jour du jour au lendemain. C'est vraiment cette capacité à rebondir, à prendre du recul et puis à aller de l'avant, tout simplement. Alors oui, on a dû forcément se réinventer. Quand on prend un peu de recul là, sur l'année qu'on a vécue, moi je trouve ça encore incroyable parce qu'on le vit encore aujourd'hui. Hein, c'est pas terminé, on le vit encore, mais c'est vrai que c'est assez incroyable ce qui nous est tombé dessus et du jour au lendemain, on a dû totalement transformer nos habitudes. Nous, ça faisait 10 ans qu'on existait et on avait des habitudes. On se voyait tous les jours, on échangeait tous les jours ensemble. Et du jour au lendemain, on se dit tous, OK, demain, vous restez tous chez vous et on travaillera comme ça. Et ça fait depuis 1 an qu'on fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, ça devient presque normal. Mais c'est amusant de repenser au temps d'avant, qui n'est pas si lointain, de se dire, ah oui, mais il n'y a pas si longtemps, en fait, on venait tous le matin à 9h dans les bureaux et on travaillait tous ensemble au même endroit. Et c'est amusant de se dire, bah non, aujourd'hui, tout le monde est un peu à des endroits différents. Ce qui a beaucoup changé pour nous, c'est que l'année dernière, on a embauché 17 nouveaux collaborateurs et que je crois, sans vous dire de bêtises, que sur ces 17 collaborateurs, j'en ai rencontré aucun au moment du recrutement. Je les ai rencontrés après les avoir recrutés. Pour certains, et encore certains, puisque aujourd'hui encore, certains membres de mon équipe, je ne les ai jamais rencontrés en réel. Et ça, je ne pensais jamais avoir à le faire. Au final, j'en tire pas un constat problématique. Au final, moi qui suis un amoureux du numérique, je pas que c'est grave, que c'est un problème, parce que je remarque moi-même que ça fonctionne et qu'on peut le faire. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous amène aussi à une ouverture sur d'autres territoires. On avait l'habitude de recruter essentiellement proche de chez nous, proche de nos bureaux, et bien avec cet avènement du télétravail, eh bien on s'est permis aussi d'embaucher d'autres personnes d'autres régions, ce qui est très intéressant parce que cette culture aussi est plus riche aujourd'hui. J'ai des personnes qui sont à Strasbourg, d'autres qui sont à Reims, d'autres qui sont à Paris, etc. C'est très intéressant aussi culturellement parlant pour la société d'avoir des collaborateurs un petit peu partout. Donc oui, on s'est adapté. Et on a dû faire des choses qu'on n'avait jamais pensé faire. J'avais envie de dire un tout petit mot par rapport à l'engagement de l'entreprise et ce qu'on dit sur la crise. 2 petites choses. La première, c'est que au fond, à ce jour,
quand on voit l'année qui vient de se passer, l'image de l'entreprise et le rôle de l'entreprise, pour moi, c'est positivement renforcé dans la société. Si on se rappelle Lehman Brothers, le système financier s'effondre, plan de licenciement à outrance, et on avait cassé la confiance dans la finance. Là, aujourd'hui, il y a eu une mobilisation des entreprises. Et pas, alors bien entendu, aidé par l'État, et tant mieux, et merci. Hein, bien évidemment, le chômage partiel, le PGE, heureusement, et merci à l'État d'avoir contribué à ça, et aux collectivités d'avoir soutenu l'entreprise. Mais les chefs d'entreprise ont globalement joué le jeu. Et dans le soutien psychologique de leurs salariés, dans la nécessité de recréer des relations malgré les contraintes. Et je dirais que, et je dis à mes amis chefs d'entreprise aujourd'hui, soyons bien conscients de ça et gardons cet avantage que cette crise a permis, au fond, dans la foulée des réflexions sur l'entreprise à mission, le rôle, la RSE, cette crise a permis de montrer dans les faits et de façon massive, au fond, que l'entreprise est un lieu effectivement très important pour l'épanouissement des femmes et des hommes de cette société et d'un territoire. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue. Alors, je sais que le post-crise peut amener un certain nombre de casses sociales. Hein. Tout le monde s'attend à ça. Pour le moment, on tient. Il y a des secteurs en grande difficulté, mais il y a des secteurs qui vont bien. Il y aura un moment difficile. Mais même dans ce moment difficile, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise a gagné en légitimité auprès des femmes et des hommes, auprès des citoyens. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on continue ce point-là. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que n'oublions pas que tout ce qui s'est passé là, c'est jamais que l'accélération de tendance qui existait bien avant. Le numérique, on était obligé de s'en servir, quoi. Alors qu'il existait avant. Il n'y a pas eu de révolution dans le numérique, tu le sais bien. Donc on a été obligé de s'en servir. Et donc, cette accélération, c'est aussi une bonne chose pour la suite, pour l'après. Parce qu'on a intérêt en jeu. Même si, effectivement, le confinement, lui, provoque des conséquences dommageables aussi. Hein. Mais cette avancée numérique, le fait qu'on soit là, que même si le président Bertrand est occupé, il peut quand même se joindre à nous et faire passer des messages, discuter avec nous. Donc, je veux dire, on a fait énormément de progrès. Donc, on est dans une phase où l'entreprise a gagné et où, en même temps, on a intégré des révolutions technologiques dans notre vie au quotidien. Je me permets de rebondir exactement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que l'écosystème économique s'est considérablement renforcé entre toutes ces parties prenantes. C'est-à-dire que tout le monde s'est aussi senti responsable, clients, fournisseurs, État, enfin clients, vraiment toutes les entreprises s'est dit je ne peux pas être égoïste et individuel parce que je vais mettre en difficulté les autres entreprises et que tout ça pourrait faire finalement un effet domino qui pourrait être catastrophique. Et je trouve que cet élan à la fois de solidarité, de solidité, où chacun a vraiment pris sur lui pour respecter ses engagements et aller plus loin, c'est juste incroyable. Et je pense, on parle révolution numérique, on parle évolution écologique, mais je pense vraiment qu'on est à l'aube d'un nouveau mode de capitalisme qui va plus être tout profit. Alors oui, le capitalisme, ça restera forcément parce qu'il faut du profit pour investir, et ça, je suis la première à le dire. Par contre, en effet, il y a d'autres choses qui vont être pris en compte. Et finalement, la RSE, c'est ça, c'est de penser qu'il est possible de concilier à la fois écologie, sociale et économie. Et je pense que cette crise en a été le vrai révélateur à tous les niveaux. Et que c'est aussi un formidable message qui est envoyé aux générations futures. Parce que, voilà, Monsieur le Président nous parlait des stages, mais finalement, c'est les messages, est-ce qu'on transmet les messages qu'on envoie aux nouvelles générations qui vont leur donner envie aussi de s'impliquer pour à la fois les territoires, l'entreprise, la formation, etc. Et je pense que et ça a été une belle surprise dans cette crise en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Je les reçois pour ma part sur mon téléphone. Vous êtes un peu plus de 110 désormais à nous suivre et je vous remercie. On parlait à l'instant des leçons que l'on peut tirer ou en tout cas des constats que l'on peut faire de cette période que nous venons de traverser. Y a-t-il, selon vous, une différence dans la façon dont vous pilotez votre entreprise aujourd'hui par rapport à il y a un an? Et avez-vous appris des choses particulières sur vous, sur votre entreprise? En tout cas, des apprentissages tirés durant ces confinements, durant ces périodes un peu compliquées?
C'est certain qu'on a appris des choses. C'est certain. En fait, c'est difficile de prendre encore du recul parce qu'on y est encore. Et quand vous êtes encore en train de nager, vous réfléchissez pas tout de suite à votre course, quoi. Donc oui, il y a des enseignements qu'on a déjà appliqués, il y a des choses qu'on a compris. Je parlais tout à l'heure de télétravail. Pour moi, c'est l'un des éléments, et pour beaucoup évidemment de Français aujourd'hui, ça a été un des éléments assez révélateurs d'une nouvelle façon de travailler, qui d'ailleurs, je trouve peu, je dis peu parce que j'ai pas les éléments qui me permettent scientifiquement de le valider, mais il peut peut-être aussi être une réponse complémentaire écologique. Là où on avait l'habitude, et notamment dans nos régions, de venir chaque matin au travail en voiture notamment, forcément, aujourd'hui, j'ai une trentaine de collaborateurs qui ne viennent plus au bureau, donc qui restent chez eux, donc qui n'utilisent pas leur voiture. Ça fait réfléchir aussi écologiquement sur l'impact que peut avoir la société à travers tous ces déplacements. Et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. À nouveau, j'ai pas les réponses et je trouve que c'est trop tôt pour réfléchir et de comprendre cet impact s'il est réellement positif. D'ailleurs, il faut se poser la question. Mais en tout cas, on voit qu'il est possible de le faire. On voit qu'il est possible d'imaginer une nouvelle façon de travailler. L'engagement que nous, on a pris dans notre groupe, ça a été, plutôt que de forcer au télétravail post-Covid, dès lors qu'on le sera, ou de dire non, plus de télétravail, on a décidé chez nous de dire, mais en fait, chaque collaborateur, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de télétravailler, finalement, plutôt que ce soit l'entreprise qui vous mette dans un modèle où vous devez respecter une modalité de travail, d'horaire, de présence, etc., on a décidé de leur dire plutôt non, mais chacun de vous, vous êtes tous différents, vous avez tous envie de travailler d'une manière différente, et donc on va vous laisser choisir le télétravail que vous avez envie de faire, si vous avez envie d'être tous les jours, quelques jours, etc., c'est vous qui déterminez. Et à nouveau, je trouve intéressant, là je l'applique au télétravail, et je trouve que c'est intéressant aussi, en tant qu'entrepreneur, de réfléchir d'un angle différent, de se placer aussi du côté du collaborateur et de se dire, mais pourquoi nous, entreprises, forcer des choses qui n'ont pas forcément nécessité à être forcées, là où on peut laisser le collaborateur choisir. Et en tout cas, ce qu'on a bien compris, je pense que beaucoup de sociétés l'ont compris aussi, c'est que finalement, le télétravail ne joue pas non plus sur une baisse de productivité, bien au contraire. Moi, je trouve que j'ai des équipes qui sont extrêmement engagées en ce moment, en période de télétravail. J'ai aucun besoin de vérifier ce qu'ils font parce que je sais qu'ils sont tous dedans. Et je pense que ça touche aussi à ce que tu disais, Caroline, sur cette importance d'avoir une vision, d'avoir une mission, d'embarquer les équipes et d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pas juste pour le faire pour faire du profit. C'est pas que ça. Évidemment, c'est important de gagner de l'argent si on ne vit plus au niveau de l'entreprise et tous on est impacté par ça. Mais c'est pas que ça. C'est de réfléchir à pourquoi on fait ce qu'on fait. Chaque entreprise a une raison d'être. Et peut-être que certaines n'ont pas encore assez de recul pour ça, mais c'est important de se dire, en tant qu'entreprise, pourquoi j'existe? Qu'est-ce que j'apporte? Et à travers ça, c'est intéressant. Effectivement, ça rejoint. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais parce que c'est mon mot à moi, mais les démarches RSE, moi, je trouve juste que c'est important, sans utiliser ce mot, de se dire, ok, j'ai une mission, j'ai du profit, mais ok, sur quoi je peux m'engager? C'est quoi ma petite pierre à l'édifice que je peux apporter en plus par rapport à ce que je fais? Et le président de région le disait par rapport au stage, et je trouve que c'est un élément notamment de se dire, bah tiens, ça notamment, je peux le faire. Et ben oui, très bien, bah, tout à l'heure, je regarderai effectivement, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut avoir des stages chez nous? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu plus ça? Voilà, c'est chacun sa part. Tout à fait. Je voudrais rebondir, alors bien sûr, sur le télétravail. Alors le sens, forcément, l'entreprise doit avoir un sens et chaque collaborateur doit comprendre
pourquoi et comment il intervient dans l'organisation et son sens au travail. Enfin, ça, voilà. Pour moi, je te rejoins à 200% là-dessus. On a nous aussi, bien sûr, évolué sur le télétravail. Alors, on est une ETI plutôt industrielle, donc forcément, le télétravail ne s'applique pas ou ne peut pas s'appliquer de la même façon que sur des startups ou du service à proprement parler. Je rejoins sur le fait que on a considérablement évolué, puisque nous, le télétravail n'était pas du tout quelque chose de courant dans notre entreprise. On l'a mis en place, j'avoue, au départ, un petit peu contraint et forcé. On y a vu des vrais avantages, des vrais gains, à la fois, en effet, sur les transports, à la fois sur la qualité de vie, sur voilà. On n'a pas vu forcément de baisse de productivité, donc ça, je rejoins aussi que, encore une fois, on y revient. On a des collaborateurs engagés qui font leur travail, etc. Donc toute cette partie-là, je le rejoins et je pense qu'on fera évoluer les modèles post-Covid pour essayer d'introduire ça un petit peu sans être à ton extrême de dire faites comme vous voulez, parce que voilà, au moment quand on est plus gros, plus structuré, c'est pas évident de le faire comme ça. Par contre, moi en tant que dirigeante, créer un esprit de groupe quand tous les gens sont chez eux, donc quand il y a vraiment eu au pic du télétravail, et ben ça c'est pas évident en fait, parce que quand on a la chance de travailler sur un plan stratégique, donc on a identifié 13 chantiers qui doivent nous amener à la réalisation de notre vision. Voilà, on a identifié une vision et on s'est dit voilà. Et donc, on a près d'une centaine de collaborateurs impliqués dans ces chantiers qui doivent travailler en transverse, etc. Le télétravail permet de réaliser leur propre mission. Et ça, c'est clair, tout est fait et bien fait. Enfin, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, on se rend compte que dans ce mode là, en tout cas chez nous, c'est notre constat, ou alors après, à nous de mettre les choses en place pour que ça aille mieux, mais les sujets transverses ont beaucoup plus de mal à avancer. Et l'esprit de groupe dont je parlais, l'esprit d'équipe y est, parce qu'en petites équipes, les managers arrivent à travailler en distance, on leur demande de créer cette proximité dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça fonctionne très très bien. Par contre, je pense quand même que un mix des deux est aussi une bonne chose, parce que les gens ont besoin de voir leurs collègues, ont besoin d'échanger. Tu parlais de la machine à café tout à l'heure, c'est juste impensable tout ce qui peut se passer autour de la machine à café. Le nombre de sujets qui peuvent se débloquer juste autour d'un café, parce qu'aujourd'hui on envoie des mails, il y a le ton, il n'y a pas le ton, il y a des choses qui prennent des proportions, voilà. Alors que je te croise, tiens, au fait, voilà, et tout ça est beaucoup plus fluide quand les gens sont quand même en présentiel. Donc voilà, petit bémol que je tenais à dire quand même, c'est que oui, télétravail super, et heureusement qu'on a pu mettre ça en place, heureusement que nos équipes ont joué le jeu, qu'on ait les outils, etc. Donc ça, je reviendrai pas dessus et c'est super. Et on continuera à le développer dans notre entreprise. Mais moi, je pense quand même que l'émulation collective fait de notre groupe ce qu'il est. L'envie, le plaisir de travailler ensemble, parce qu'il faudra pas dire on aime notre mission, mais être tout seul derrière un ordinateur, c'est pas non plus le plus fun toute la journée. Donc voilà, c'est aussi ça. Nous on met le plaisir au vraiment sens du terme, hein, de je m'épanouis, je suis content de venir au travail. Le sourire pour nous est vraiment extrêmement important, c'est-à-dire que voilà, ça fait aussi partie de notre valeur, hein. Je parlais de l'optimisme, on est là aussi, hein, voilà. Et voilà, juste le petit bémol que je tenais à préciser. Juste pour réagir dessus, non mais je suis totalement aligné avec toi aussi, hein, là-dessus. Tu as raison. Et c'est pour ça que je disais, c'est difficile de juger maintenant, parce que ces moments d'équipe et ces moments de groupe, en fait, tu peux pas les avoir aujourd'hui avec la situation. C'est impossible à créer parce que sanitairement parlant, ça marche pas. Mais tu as entièrement raison, et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que télétravail, oui, mais ça ne doit pas empêcher d'avoir des moments de cohésion, des moments de vie réels, humains, où on est tous ensemble pour se retrouver, créer une dynamique à la fois boulot et à la fois aussi perso, de partager autre chose que du travail. Merci beaucoup à vous deux. On a une intervention dans la salle de la part de Xavier Leprince de la Grande École des Transitions Junia. Xavier Leprince, je vous invite à ouvrir votre micro et votre caméra, si vous l'acceptez, si la technique nous suit. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit sur l'accélération positive en ce qui concerne le numérique et l'utilisation de techniques déjà existantes, mais ce qui me préoccupe également, c'est l'accélération peut-être des fractures
ou des personnes qui aujourd'hui ont une connexion, qui n'en ont pas une bonne connexion, ou des personnes qui sont étudiants, que l'on voit tous les jours, qui peuvent un peu lâcher prise. Donc ma question, c'est au niveau des entrepreneurs, de rester également attentifs à ceux qui peuvent lâcher prise à un moment donné pour des raisons tout simplement de difficulté de participer à l'accélération du processus. Juste pour dire un mot là-dessus, non, mais moi je partage entièrement ça. Je le disais un peu plus tôt dans mon intervention que c'est la raison pour laquelle on a mis nous en place un indicateur qui nous permet de suivre l'état moral de nos équipes. Mais effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, que ce soit techniquement ou même structurellement dans nos maisons. On est tous passés en télétravail, mais il s'avère qu'on n'a peut-être pas tous les moyens d'avoir un bureau dédié pour travailler. Et effectivement, il faut être très attentionné là-dessus. Je peux donner une chose. Nous, il a été très clair dès le départ qu'il fallait qu'on puisse installer un cadre efficace pour les collaborateurs qui souhaitaient être totalement en télétravail. On a créé une enveloppe financière pour justement financer un poste de travail à chaque fois adapté au sein de la maison, dans la maison de chaque collaborateur. Et effectivement, il faut être vigilant à ça, et donc aussi vigilant d'ailleurs justement au confort du collaborateur, parce que c'est pas parce qu'il est à la maison qu'il est bien, bien au contraire. Et donc il faut aussi être vigilant là-dessus, parce que on passe beaucoup de temps, nous notamment devant nos écrans, et il est important d'avoir une bonne chaise, un écran, etc., et d'avoir l'équipement qu'il faut. Mais psychologiquement aussi, il faut avoir une attention particulière aux personnes qui peuvent décrocher, et vous avez tout à fait raison là-dessus. Non, moi, je voulais abonder sur ce que vous venez de dire. L'enjeu majeur des semaines qui viennent, des mois qui viennent, c'est sûrement la reprise économique, mais pour moi, il y en a un plus important, c'est l'aggravation des inégalités et les fractures. Parce que la fracture numérique va être encore plus pénible, vous l'évoquez, les décrochages, etc. Et donc, on a un enjeu énorme qui va être la cohésion. On a un sujet majeur qui va être la cohésion. C'est pour la raison pour laquelle j'engage les entreprises à travailler sur ce sujet, à faire des choses, d'engager des stagiaires, passer des ordinateurs. Voilà, il faut faire des choses pour limiter le risque de manque de cohésion qui pourrait amener effectivement à des désordres larges, importants. Et au fond, ce que je dis souvent au réseau économique, au fond, cet enjeu de cohésion, c'est un problème économique. C'est une question tout simplement économique. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter de siloter les thématiques, c'est le même sujet. D'où d'ailleurs ce call and care. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner le numéro de téléphone que j'ai pas donné, 03 59 56 44 80, 03 59 56 44 80. Appelez cette plateforme, et vous savez, un des éléments qui peut permettre d'éviter les décrochages, les problèmes psychologiques ou le désabusement des collaborateurs, c'est de leur demander de s'engager dans une action. Et donc, si vous avez des collaborateurs qui veulent s'engager dans une action pour aider des gens qui sont décrochés, faites ce numéro de téléphone, 03 59 56 44 80, et vous aurez au bout du fil des gens qui vous mettront en connexion avec des besoins en matière d'inégalité et de décrochage social. J'en profite, je rebondis, l'occasion est trop belle. On nous a fait la part belle dans ce webinaire, mais je voulais remercier aussi l'action et l'engagement de Pierre qui dirige, qui est président de l'association Digicode, voilà, qui est en train de se créer. Donc Pierre, il s'est pas présenté, mais il est directeur général de Pop School, qui est déjà une école qui veut réconcilier avec le numérique, qui est aux formations des métiers de demain sur le numérique, et donc avec pas forcément de bagages, mais les jeunes qui ont envie d'aller à la fois en formation initiale et continue, puisque le but du jeu, c'est vraiment d'inclure tout le monde dans les métiers du numérique de demain. Et il s'est engagé par ailleurs sur l'association Digicode, auquel notre fondation, j'allais en parler en conclusion, mais s'engage à ses côtés justement sur l'éloignement numérique et l'inclusion sociale via le numérique. Donc tout ça, il y a des actions, il y a des choses. Donc voilà,
j'avais pas prévu d'en parler, mais là, ça s'est bien présenté. Encore une fois, merci Pierre pour ton engagement à la fois sur les jeunes et sur le territoire, parce que tu es vraiment en plein dans la thématique. Et donc, en effet, plein d'actions sont faites. À nous aussi de regarder, de nous engager sur ces différentes thématiques. Bah, merci Caroline, c'était pas prévu, mais merci à toi. On nous pose une question ensuite sur le rayonnement des Hauts-de-France à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et ce sera l'une des dernières questions puisque le temps file. Quel regard vous portez, vous, sur cette attractivité, sur ce rayonnement des Hauts-de-France, un élément clé pour s'exporter à l'international, mais aussi pour recruter des collaborateurs, des cadres, etc. Quelle est un peu votre analyse de la situation et quels sont, selon vous, les atouts de la marque Hauts-de-France, qui est aujourd'hui une identité bien connue après cette transition vers la grande région? Est-ce que vous avez un peu des retours en tant que chef d'entreprise sur ces éléments-là? Alors, moi, ce que je remarque en tout cas, le président Xavier Bertrand le disait juste avant, il y a aujourd'hui des pôles d'activités dans le numérique comme Euratechnologie et également la Pleine Image, qui en tout cas à mon niveau, dans mon secteur du numérique, et je pense notamment aux plus jeunes entreprises qui souhaitent se lancer, se développer dans la région, aident considérablement à justement créer de nouvelles sociétés dans ce domaine notamment. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. J'ai envie, moi, pour le coup, j'ai envie de voir les Hauts-de-France, et je trouve qu'on a tous les atouts là-dessus. Justement, notamment, je trouve qu'on est avec Caroline, c'est un peu la thématique du jour, mais j'ai envie de voir les Hauts-de-France demain comme un secteur et comme un territoire numériquement écologique. C'est-à-dire que on puisse aller plus vers du numérique, parce qu'on l'a vu à travers la période qu'on a vécue et qu'on vit encore. Le numérique a été une solution pour nous permettre de rester connectés tous ensemble. Et donc, on voit à quel point le numérique fait partie de nos vies et à quel point le numérique fera encore plus partie de nos vies dans les années à venir. Mais par contre, il y a aussi un enjeu écologique qui est extrêmement important, qui se développe. Je le disais, mais il faut pas, on s'en rend pas compte quand on va sur une page internet, mais le web dans sa généralité, dans sa globalité, provoque aussi une partie non négligeable des émissions de CO2. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir des vertus écologiques. On a un acteur dans la région qui est fondamental aussi dans ça, qui est OVH. Et je pense qu'on a tous les éléments là. Et je trouve que c'est intéressant en tant que chef d'entreprise, avec d'autres chefs d'entreprise, d'avoir ce regard-là, de travailler sur le développement numérique de notre région, tout en ayant une vertu écologique. Un petit complément peut-être vu l'extérieur, donc une vision un petit peu des Hauts-de-France. La perception que j'ai de cette région est qu'elle est en quelque sorte une plateforme géographique finalement, au croisement entre différents mondes. Bon, c'est la géographie qui l'explique, effectivement, la frontière avec la Belgique, avec le monde nordique d'une certaine manière, le Royaume-Uni, mais c'était aussi une région qui a développer un sens de la cohésion. Finalement, c'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises durant cette matinée d'échange. Le sens de la cohésion, c'est une région qui a développé ce qu'on peut appeler une certaine forme de capitalisme social, finalement, où l'objectif, c'est pas simplement le profit lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, mais c'est également créer un environnement social qui fait que chacun, finalement, adhère au projet collectif qui est porté soit par l'entreprise, soit par la collectivité en tant que telle. Ça, c'est assez original par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres régions. En tout cas, c'est un des vrais caractères, je dirais, de cette région Hauts-de-France. On peut ajouter aussi que c'est une région qui a passé le cap finalement de son histoire, au sens où longtemps on a pensé les Hauts-de-France comme étant une région où il y avait beaucoup de terrils, c'est les mines, etc., etc. Mais je pense que tout ceci est complètement parti. Je veux dire, c'est dans le patrimoine historique de la région. Mais aujourd'hui, les Hauts-de-France incarnent une certaine modernité, une certaine transition réussie vers
un monde moderne, connecté. Alors on parle de transition numérique, transition environnementale, mais pas seulement. Je veux dire, l'attractivité, le savoir-faire, l'expertise, la capacité de se révéler et de se transformer finalement sur ce territoire est une réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fort et c'est quelque chose qu'on perçoit de l'extérieur. Et ceci est sans doute dû également au fait que bon, vous avez, comme vous l'avez dit, un grand nombre d'accompagnements disponibles à l'initiative des entreprises, à l'initiative des différentes collectivités régionales ou territoriales ou locales. Et ça, c'est cet esprit, et je terminerai par là, cet esprit un petit peu identitaire, les gens du Nord ou les gens de là-haut, qui les distinguent, les différencient par rapport aux autres Français. Merci beaucoup Pascal Laureau. Alors on arrive au terme de cet échange. Caroline, tu souhaitais peut-être dire un mot ou deux en rebond? Oui et non, il est là, on va terminer. Juste en rebond, c'est que cette région a vraiment tous les atouts. Moi, je suis fan de cette région, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais voilà, en effet, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, on a REV 3, on a l'installation d'Euraclimat qui va arriver prochainement, Euratechnologie, on se donne vraiment les moyens. À la fois au niveau de la région, au niveau du MEDEF et des entrepreneurs. Enfin, je veux dire, on est un des MEDEF aussi le plus fort et le plus grand de France, avec des vraies initiatives menées avec une équipe dynamique, etc. Donc, je pense qu'en tout cas, pour les entreprises, il y a vraiment un vrai terrain fertile pour se développer, tout simplement. Mais, Jean-Pierre Letard, je vous vois... Je suis gêné de rien dire là-dessus, quand même, si vous voulez. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'essaie d'être le plus bref possible. On a été forgé par les transformations de cette région, qu'elles soient économiques ou sociales. Et c'est ça notre atout. On a notre ADN. Dans notre ADN, on a traversé des crises économiques, des crises sociales. On s'est réinventé plusieurs fois. On sait ce que c'est que la souffrance et les inégalités. On sait ce que c'est que la révolution, qu'elle soit technologique ou autre. Et c'est cette force qui fait la force de la culture, en fait, de l'ADN. Et c'est peut-être ça. Et nous, on est les héritiers de ça. L'autre point que je voulais vous dire, j'avais un point essentiel, et ça fait lien avec Choiseul, c'est que un de nos enjeux majeurs, c'est d'ancrer les entreprises, mais les compétences. Et l'enjeu qu'on a, et Choiseul doit nous aider, c'est que ancrer les compétences de notre région est essentiel pour le futur de cette région. Et là-dessus, on a des progrès à faire pour que les talents restent dans la région, même s'ils sont internationaux. Un vrai défi, je suis tout à fait d'accord. Mais soient au service aussi d'entreprises et du territoire. Merci beaucoup. On arrive donc bientôt au terme de ce webinaire. Je remercie toutes celles et ceux qui ont posé des questions ces dernières minutes, mais nous allons malheureusement devoir tenir le timing. Avant de nous quitter, je souhaiterais que l'on termine par une ouverture. S'il fallait repartir de cet événement, de cette table ronde avec un souhait, une idée phare, qu'est-ce que ça serait pour vous? Maxime Piquet, on commence par vous. Je rappelle que j'ai une société qui permet de créer des podcasts, mais je ne vais pas vous inviter à créer des podcasts. Je vais vous inviter par contre à les écouter, parce que ça va vous permettre de vous... Alors, bien sûr, on peut écouter les cafés de l'après de Jean-Pierre Letartre qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup de podcasts qui sont à écouter, à découvrir pour soit s'évader, soit apprendre. On peut trouver ce qu'on souhaite, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen nouveau de s'informer et aussi de se divertir sans écran. Merci beaucoup. Un mot, j'ai envie de dire, c'est le moment. On a juste un moment où justement on peut accompagner les transformations, s'engager, réformer le monde. Donc moi j'ai envie de dire à tous, c'est le moment. C'est mon tour, Pierre. Écoutez, moi le mot, ça serait plutôt la confiance. La confiance dans la jeune génération. On voit à quel point elle est dynamique, elle est porteuse d'espoir et de projets ambitieux. Donc voilà, je crois qu'il faut se projeter un petit peu dans l'avenir et se projeter dans l'avenir. Comment mieux le faire qu'en s'appuyant sur les plus jeunes, ceux qui sont en commande et qui le seront encore plus demain. Voilà. Et là, dans la région, il y a effectivement tout un vivier de talents qui existe, mais qui mérite finalement d'être mise un peu plus sur l'avant-scène. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci, Caroline. Donc, je termine. Je rebondis sur vous, Pascal. Jeune génération, alors certainement que j'en fais partie. Moi, je vais aller même encore plus loin.
sur la toute nouvelle génération, sur les enfants, sur les ados. On m'avait invité aujourd'hui pour parler transition écologique. Je pense qu'elle se fera par eux, avec eux, une génération optimiste, engagée, mais à qui il faut donner les bons codes et les bonnes directives tout de suite, dès le plus jeune âge. Parce que si tout ça, le tri, la valorisation, la production de déchets est ancrée dès le plus jeune âge, c'est ces nouveaux consommateurs-là qui feront évoluer les choses. Et donc, je voulais quand même passer un petit mot sur ce sujet très rapidement. On a créé, à l'initiative de nos salariés d'ailleurs, une fondation qui s'appelle la Fondation Jean Baudelaire, et dont la thématique est la transition écologique et la sensibilisation aux transitions écologiques. Et une de nos premières actions a été de créer un jeu en partenariat avec une start-up qui s'appelle Slowly, qui s'appelle donc Mission Valorisation, et avec 2 niveaux de questions, qui a vraiment vocation à être distribué à la fois dans les écoles, dans les régions, dans les associations, pour sensibiliser et en tout cas éveiller la curiosité des enfants sur cette transition écologique. Et tout passera par eux. Ce que nous, on fait aujourd'hui, ok, c'est ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années, mais la vraie révolution, c'est nos enfants qui ont aujourd'hui entre 0 et 15 ans, qui vont vraiment la véhiculer. Notre génération a la prise de conscience, c'est eux qui vont faire la suite. Donc voilà, vive la nouvelle génération. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Région, Xavier Bertrand. Je crois que vous êtes toujours en ligne pour ce mot de la fin et partir avec une idée ou un souhait. Pas facile après les différentes interventions. Je ne vais pas chercher à faire original. Chacun est déjà investi dans la façon dont il rebondira dans son entreprise. Mais la question au-delà du rebond, c'est la vision, c'est les Hauts-de-France 2030. Comment vous pouvez y contribuer, que ce soit par votre engagement dans votre entreprise, dans votre engagement avec Choiseul, dans votre engagement social, sociétal, mais aussi apporter des idées. Je crois beaucoup de toute façon que ce sont les idées qui sont la vraie puissance, la véritable originalité. Cette région n'est pas une région comme les autres. Jean-Pierre l'a dit. Il y a ici une dimension humaine très présente, mais l'humain qui travaille en équipe, qui a réussi à construire des choses très originales, qui ont aussi irrigué l'ensemble du pays. Et je voudrais qu'on soit à nouveau dans cette logique-là, c'est-à-dire que les Hauts-de-France, en 2030, apportez-nous vos idées. J'y suis vraiment très sensible. Vous savez, vous avez mes coordonnées, je vous les avais données, mais xavier.bertrand@hautefrance.fr, ce n'est pas les coordonnées de mon assistante, de mon équipe, ce sont les miennes, je lis tout. Et j'avais été très frappé quand nous avions fait cette première rencontre, Pascal s'en souvient, j'avais interrogé les participants qui étaient là, et ils m'avaient donné une vision très construite au final de la région dans les années qui viennent. Je voulais qu'on passe à une étape supplémentaire, mais ça a été très compliqué, ça a été rendu impossible par le Covid, par la crise de l'an dernier. J'aimerais vraiment qu'on s'y mette, et donc vos idées pour les Hauts-de-France à l'échelle de cette décennie, je suis vraiment très preneur. En tout cas, c'était d'une grande qualité parce que vous voyez, il y a une vision, il y a du sens, il y a des aspects hyper concrets. Et je pense que c'est ça, je pense que Pascal doit aussi être très satisfait de voir comment Choiseul Hauts-de-France s'inscrit dans la logique de Choiseul. Merci à toutes et tous en tout cas. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. C'est la fin de ce webinaire. Un grand merci à vous. Vous étiez plus d'une centaine aujourd'hui à nous suivre sur ce live. Merci également à nos intervenants pour cette prise de recul. Bienvenue dans ce contexte un peu incertain. Merci également à la région et entreprises et cités pour leur soutien, et bien sûr un merci particulier aux partenaires du Choiseul Hauts-de-France qui accompagnent cette dynamique au service du territoire et sans qui rien ne serait possible. Nous vous donnons rendez-vous donc avant l'été pour la parution du classement 2021, du nouveau classement Choiseul Hauts-de-France, et pour la suite de ce club Choiseul Hauts-de-France. Pour rien ne manquer de tout ça, nous vous invitons à suivre l'Institut Choiseul et nos partenaires, notamment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à bientôt.